Imagine-toi assis dans une salle éclairée de néons. Devant toi, un grand tableau blanc. Dessus, 4 lignes. À gauche, une ligne de référence. À droite, 3 lignes de comparaison, marquées A, B et C. La tâche semble enfantine. Dire laquelle a la même longueur que la ligne de référence. La réponse est immédiate, évidente. C'est la ligne C. Tu n'es pas seul. D'autres personnes sont assises autour de toi. Elles doivent aussi donner leur réponse. Tu n'es pas le premier à parler, mais quelque part au milieu. Le premier regarde le tableau, hésite à peine et dit « ligne A ». Tu fronces les sourcils, c'est faux. Mais le deuxième dit aussi « ligne A ». Le troisième répète, le quatrième également. Tous affirment avec assurance une réponse qui n'a aucun sens. Ton tour arrive. Ton cœur s'accélère. Tu vois toujours C, mais tous les autres ont dit A. La situation paraît absurde, et pourtant une tension invisible s'abat sur toi. Vas-tu dire la vérité et devenir le seul à contredire le groupe? Ou vas-tu suivre la majorité, même si chaque fibre de ton être te crie qu'il se trompe? C'est exactement le scénario créé par le psychologue Solomon Asch dans les années 1950. Ces volontaires pensaient participer à un simple test de perception visuelle. En réalité, les autres participants étaient des acteurs instruits pour donner de mauvaises réponses. Le véritable sujet de l'expérience n'était pas la vision, mais la conformité. L'individu allait-il faire confiance à ses propres yeux ou se soumettre à la voix du groupe? Les résultats ont bouleversé la psychologie. Environ 3/4 des participants se sont conformés au moins une fois, donnant une réponse qu'ils savaient erronée. Certains se sont pliés presque à chaque essai. Seule une minorité a eu le courage de rester fidèle à sa perception. Pourquoi? L'expérience d'Asch met en lumière une vérité dérangeante. La peur d'être différent est plus forte que la peur d'avoir tort. Le besoin d'appartenance prime sur la recherche de la vérité. Dans cette petite salle, la pression sociale s'est révélée plus puissante que la logique, plus forte que la raison, plus persuasive que l'évidence même des sens. Ceux qui ont résisté l'ont senti immédiatement. Être seul contre le groupe signifiait supporter les silences gênés, les regards lourds, parfois une hostilité subtile. Le cerveau humain enregistre le rejet social comme une douleur physique. Pour éviter cette souffrance, beaucoup ont préféré partager un mensonge plutôt que d'affronter l'isolement. L'expérience d'Asch est d'une simplicité brutale. Elle révèle à quel point notre prise sur la réalité est fragile. Nous croyons être rationnels, mais si assez de voix affirment le contraire, le doute s'insinue. On cesse de penser. Ils ont tort. On commence à se dire « peut-être que je me trompe, peut-être que je ne vois pas bien ». Et c'est là que réside la véritable tragédie. Ce n'est pas le mensonge qui nous réduit au silence, c'est la terreur d'être seul avec la vérité. Les résultats de l'expérience ont stupéfié le monde scientifique. Comment des individus intelligents et sains pouvaient-ils nier l'évidence de leurs propres yeux? Asch avait démontré que la question n'était pas seulement celle de la perception visuelle, mais celle de la force invisible qui émane du groupe. Les psychologues expliquent ce phénomène à travers 2 grandes forces. La première est l'influence normative. Elle naît de notre besoin viscéral d'être accepté. Nous redoutons d'être rejetés, mis à l'écart, montrés du doigt. Pour notre cerveau, l'exclusion sociale active les mêmes circuits que la douleur physique. Être ignoré, méprisé ou exclu se vit comme une blessure. Alors, beaucoup préfèrent donner une réponse fausse mais conforme plutôt que de subir l'isolement. La seconde est l'influence informationnelle. Parfois, nous doutons sincèrement de nous-mêmes.
quand tout le monde autour de toi affirme que la bonne réponse est A, alors que tu vois clairement C. L'incertitude s'installe. Peut-être n'as-tu pas bien vu, peut-être as-tu raté un détail, alors tu t'en remets au jugement du groupe, croyant qu'il détient une vérité que tu as manquée. Ces deux forces, combinées, expliquent le taux de conformité observé. Mais H fit une découverte encore plus fascinante. Certains résistaient. Une minorité resta fidèle à ce qu'elle voyait. Ils diraient la vérité, malgré l'inconfort, malgré la pression, malgré les regards pesants. Ils payèrent ce choix de tension, d'anxiété, parfois de malaise profond. Mais ils tinrent bon. Et surtout, l'expérience montra que la présence d'un seul allié changeait tout. Dès qu'une autre personne donnait la bonne réponse, la conformité des autres chutait radicalement. Un simple soutien suffisait à briser le sortilège de la majorité. Le courage, lorsqu'il s'exprime, devient contagieux. Cela révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous ne sommes pas faits pour penser dans un vide absolu. Notre force dépend de la certitude de ne pas être complètement seuls. Une seule voix qui nous rejoint peut suffire à libérer la nôtre. Mais tant que personne n'ose parler, la majorité reste intacte et le silence règne. D'un point de vue évolutif, ce mécanisme est compréhensible. Pendant des millénaires, notre survie dépendait de l'appartenance au groupe. Être rejeté équivalait souvent à une condamnation à mort. Cette mémoire biologique continue d'agir en nous. Mieux vaut être faux avec les autres que juste en solitaire, murmure encore notre instinct. Mais ce qui fut un avantage dans la savane devient un piège dans nos sociétés modernes. Car lorsqu'une collectivité entière se laisse guider par la conformité, la vérité peut disparaître d'un seul coup. Les mensonges se propagent, non pas parce qu'ils convainquent, mais parce que personne n'ose les contredire. L'unanimité devient un masque, et sous ce masque, la réalité s'efface. L'expérience d'H n'est donc pas une curiosité académique, mais une mise en garde. Elle montre que la vérité n'est jamais garantie, qu'elle repose non seulement sur des faits, mais aussi sur notre courage de les affirmer. Et ce courage est rare. Pourquoi la pression du groupe pèse-t-elle si lourd, au point que nous en venons à trahir nos propres yeux? La réponse ne se trouve pas seulement dans la dynamique sociale, mais aussi dans les profondeurs de la psyché humaine. Sigmund Freud fut l'un des premiers à montrer que nos comportements ne sont pas guidés uniquement par la raison, mais par l'inconscient. Cet inconscient n'est pas le royaume de la logique, mais celui des pulsions et des défenses. Face à une vérité douloureuse, notre esprit préfère se protéger plutôt que l'affronter. Nous refoulons, nous rationalisons, nous cédons. Un mensonge qui rassure paraît plus supportable qu'une vérité qui isole. Carl Gustav Jung alla encore plus loin. Pour lui, sous l'inconscient individuel, se cache un inconscient collectif. Dans ce réservoir se trouvent des archétypes, ces images ancestrales de l'exclusion, du bannissement, du chef ou de l'ennemi. Quand nous faisons face à un groupe qui contredit notre perception, ces archétypes s'éveillent. Le désaccord ne se vit pas seulement comme un malaise social, mais comme la réactivation d'une peur archaïque, celle d'être chassé de la tribu, condamné à survivre seul dans un monde hostile. Sous ce poids, même l'évidence la plus claire peut vaciller. À cette vision s'ajoute celle de Léon Festinger. Dans les années 1950, il forgea le concept de dissonance cognitive, la souffrance intérieure qui naît quand nos convictions et nos actions s'opposent. Imagine, tu sais que la bonne réponse est C, mais tu entends ta propre voix prononcer A. Ce décalage est une brûlure psychique.
Et pour éteindre cette brûlure, l'esprit choisit souvent la solution la plus simple. Au lieu de modifier son comportement, il transforme sa croyance. Peut-être que le groupe a raison, peut-être que mes yeux me trompent. Ainsi, nous remodelons la réalité pour apaiser le conflit intérieur. Ce qui est frappant, c'est que ce processus ne nous apparaît pas comme une trahison, mais comme un soulagement. Notre cerveau croit nous protéger. La fausse réponse devient une vérité acceptable, non pas parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle rétablit la paix intérieure. Mais cette paix a un prix, celui de l'intégrité. Voilà pourquoi l'expérience Dash nous trouble autant. Le combat ne se joue pas seulement entre l'individu et le groupe, mais aussi à l'intérieur de chacun. Un duel invisible oppose ce que nous voyons, ce que nous craignons et ce que nous pouvons supporter. Et trop souvent, le besoin de réduire la tension l'emporte sur l'exigence de vérité. Freud dirait que l'esprit active ses défenses pour éviter la douleur. Jung ajouterait que les archétypes de la masse dominent la raison individuelle. Festinger conclurait que l'homme ne supporte pas la contradiction et qu'il préfère réécrire la réalité plutôt que souffrir. Trois voies différentes, un même constat. Nous ne sommes pas des chercheurs inflexibles de vérité, mais des créateurs d'illusions qui rendent la vie supportable. Les lignes tracées sur le tableau ne sont donc pas de simples traits de craie. Elles deviennent le miroir de nos mécanismes intérieurs. L'expérience Dash révèle que la conformité n'est pas qu'une pression sociale. Elle est aussi un reflet de notre architecture psychique, toujours prête à choisir la sécurité au détriment du réel. Quand on relit aujourd'hui l'expérience Dash, elle paraît presque prophétique. Quelques lignes tracées sur un tableau ont suffi pour montrer combien notre fidélité à la vérité est fragile. Ce que le psychologue avait observé dans une salle close se déploie désormais à l'échelle planétaire. Nous vivons tous, chaque jour, dans une version géante de son expérience, où les voix ne sont plus celles de quelques acteurs, mais celles de milliards d'utilisateurs connectés. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau laboratoire de la conformité. Les likes, les partages et les retweets jouent le rôle des réponses données à voix haute par le groupe. Ils indiquent immédiatement ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. Une idée sans approbation semble suspecte, presque fausse. Une opinion virale paraît juste, même si elle repose sur une absurdité. Alors les gens ne publient plus ce qu'ils pensent, mais ce qui sera applaudi. Le silence s'impose aux voix dissidentes. L'alignement est récompensé. C'est ainsi que les fausses informations prospèrent. Pas parce qu'elles sont convaincantes, mais parce qu'elles se répètent. Les psychologues appellent cela l'effet de vérité illusoire. Une affirmation répétée encore et encore finit par paraître vraie. Dans un monde où une manchette peut être partagée des milliers de fois avant même d'être vérifiée, la répétition devient plus puissante que la raison. Un mensonge répété finit par étouffer la vérité. La politique exploite le même mécanisme. Les slogans populistes fonctionnent comme la fameuse ligne A de l'expérience. Ils sont simples, mémorables, émotionnels. Ils ne cherchent pas à nourrir la réflexion, mais à flatter le besoin d'appartenance. Les vérités complexes, qui demandent du temps et de la nuance, deviennent invisibles dans une culture obsédée par la rapidité et la certitude. À cela s'ajoute la peur contemporaine d'être rejeté publiquement. Dans la salle Dash, cette peur se manifestait par un silence pesant ou un regard appuyé. Aujourd'hui, elle prend la forme de l'humiliation en ligne, du harcèlement, de l'exclusion numérique que l'on appelle « cancel culture ». Un mot mal choisi, une opinion trop discordante,
et la foule peut se retourner contre toi. Beaucoup préfèrent alors se taire, répéter les slogans à la mode ou rester dans le confort du consensus. Le plus inquiétant, c'est que cette pression devient invisible. Avec le temps, nous ne sentons plus que nous nous adaptons. Nous commençons réellement à voir le monde à travers les yeux de la majorité. Nos perceptions se plient au récit dominant. Les ombres projetées sur le mur deviennent réalité, comme Platon l'avait annoncé dans son allégorie de la caverne. On ne les questionne plus, on les défend. Ce qu'H avait observé en miniature s'incarne aujourd'hui à une échelle qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Des millions d'individus répètent des affirmations qu'ils n'ont jamais vérifiées, des slogans auxquels ils ne croient pas vraiment, des silences qu'ils n'osent briser. La vérité se tait parce qu'elle est minoritaire, et le mensonge triomphe parce qu'il est facile à partager. Mais le danger ultime ne réside pas seulement dans la diffusion des illusions. Il réside dans la perte de confiance en nous-mêmes. Nous cessons de croire en notre propre jugement. Nous doutons de nos yeux, de notre raison, de notre voix intérieure. Nous remettons le pouvoir de décider du réel entre les mains de la foule. Et une fois cette confiance perdue, plus rien ne nous protège de la manipulation. L'expérience d'H n'était pas une simple curiosité académique. C'était une révélation. Le groupe a le pouvoir de réécrire la réalité. Aujourd'hui, ce pouvoir n'a jamais été aussi fort. La vraie question est désormais la suivante. Aurons-nous le courage d'y résister? L'expérience d'H ne s'est jamais arrêtée dans les années 1950. Elle continue de vivre dans chaque salle de classe, chaque bureau, chaque fil de discussion en ligne, chaque société. Elle nous rappelle que la pensée critique n'est pas un réflexe automatique, mais un choix souvent douloureux, parfois solitaire. La plupart des gens cèdent. Ils échangent la vérité contre l'acceptation, la réalité contre le sentiment d'appartenir. Mais certains résistent, et c'est grâce à eux que la vérité survit encore. Les participants qui restaient fidèles à ce qu'ils voyaient ont payé un prix. Ils ont ressenti l'anxiété, l'isolement, parfois le jugement des autres. Pourtant, ils ont prouvé une chose essentielle. La vérité n'a pas besoin de majorité. Elle n'a besoin que d'une voix prête à la défendre. H lui-même l'avait montré. Lorsqu'un seul allié se joignait au sujet et donnait la bonne réponse, la puissance du groupe se brisait. Le courage est contagieux. Une seule voix suffit parfois à libérer des dizaines d'autres. Les philosophes ont toujours défendu cette idée. Platon racontait que le prisonnier qui sort de la caverne est d'abord tourné en ridicule, puis rejeté, avant qu'on ne reconnaisse la lumière qu'il a vue. Kierkegaard affirmait que la foule est mensonge et que l'individu doit rester seul s'il veut rester authentique. Nietzsche parlait de l'esprit libre qui s'arrache au troupeau au prix de la solitude pour conquérir sa liberté intérieure. Hannah Arendt nous rappelait que le mal ne naît pas seulement de la cruauté, mais de la pensée absente, de l'automatisme de suivre sans réfléchir. Tous, à leur manière, disent ce qu'H a démontré avec des lignes de craie. La réalité est fragile, et elle ne subsiste que si quelqu'un a le courage de la défendre. Aujourd'hui, le défi reste le même. Il est facile de se fondre dans la masse, de répéter ce qui est applaudi, de se taire quand il faudrait parler. Il est facile de voir la ligne C, de savoir quelle est la bonne, et de prononcer A comme tout le monde. Mais à chaque fois que nous le faisons, nous sacrifions un peu de notre intégrité. À chaque silence, nous affaiblissons notre propre esprit critique. À chaque concession, nous livrons le monde aux illusions. Et pourtant, l'espoir
réside dans les actes les plus simples. Il ne faut pas une révolution, il ne faut pas des millions. Il suffit d'une voix, ferme et claire, pour rappeler aux autres ce qu'ils savent déjà. Une seule personne peut briser le charme du mensonge collectif et redonner confiance à ceux qui doutent en silence. C'est la force cachée de la résistance. Elle se multiplie. L'expérience d'Ash n'était pas qu'un test de psychologie. C'était un miroir tendu à l'humanité. Il nous montre notre faiblesse, mais aussi notre possibilité. Il nous demande quel type d'être humain nous voulons être. Celui qui se conforme ou celui qui parle. Alors la question t'est posée, à toi, ici et maintenant. Quand tu seras entouré de voix répétant ce que tu sais être faux, que feras-tu? Te tairas-tu pour avoir la paix? Répéteras-tu avec eux pour appartenir? Ou trouveras-tu la force de dire ce que tu vois, même si tu es seul? Parfois, il suffit d'une seule personne pour briser l'illusion. Parfois, la différence entre l'aveuglement collectif et l'éveil collectif tient à un seul mot, prononcé avec conviction. Peut-être que ce mot viendra de toi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage ton avis dans les commentaires. La vérité naît du courage de penser autrement, et chaque commentaire est une nouvelle voix dans la discussion.